Après avoir vu comment tirer profit des résultats de la pesée des billes, pour estimer la masse volumique des billes sous forme d'un intervalle, on va voir maintenant comment transformer les temps de chute des billes en coefficient de viscosité cinématique de l'huile, matériau dans lequel les billes ont chuté. On va faire quelques rappels sous forme de transparent PowerPoint. On souhaite estimer la viscosité cinématique de l'huile à partir d'un viscosimètre à chute de billes. Donc on rappelle que l'estimation doit renvoyer à un résultat de mesure. Ici, on moyennera les 15 valeurs, puisqu'on utilise 15 billes, de coefficient de viscosité cinématique. Comment fait-on? On va mesurer des temps. On va s'assurer que ces temps ne contiennent pas de valeurs aberrantes. Et on va transformer, si c'est le cas, les temps en vitesse, puisqu'on est en régime permanent, à partir du rapport longueur sur temps. On va ensuite transformer la vitesse mesurée en vitesse qu'aurait eu la bille si la chute avait eu lieu en milieu infini. Ceci permet de tenir compte du diamètre du tube et de la hauteur d'huile dans le tube au travers de la correction de Brenner que vous voyez là. Et enfin, on projettera la vitesse qu'aurait eu la bille si elle avait chuté en milieu infini dans un des compartiments des régimes laminaires, soit la loi de Stokes, soit la loi d'Ozin, soit la loi de Kliashko. Et donc pour pouvoir se situer dans un de ces trois compartiments, il faudra préalablement calculer les limites dont on a vu dans la présentation générale et que l'on revoit ici, qu'elles sont fonction de la masse volumique des billes que l'on a appris à estimer numériquement, de la masse volumique de l'huile que l'on va directement traduire ici, et du diamètre des billes. Et dans cet exemple, la chute des billes de 2 mm en verre dans de l'huile respectera un régime d'écoulement décrit par Ozin, et on mettra en œuvre la formule que vous venez de voir apparaître à l'écran pour transformer la vitesse en coefficient de viscosité cinématique. Et donc, c'est ce que nous allons maintenant décrire, après avoir rappelé que, naturellement, lorsque vous aurez des billes de diamètre plus important dans le même matériau, ou de diamètre peut-être plus faible, mais dans des matériaux beaucoup plus denses, comme des billes métalliques, vous risquez d'être confronté à la mise en œuvre d'une équation non linéaire que l'on utilise dans le cadre des écoulements dits de Kliashko. Voilà. Alors, on va basculer maintenant sur le tableur Excel pour transformer. Dans un premier temps, on a transformé les lectures en masse volumique. On va maintenant se placer dans l'analyse des temps de chute avant de passer à l'estimation de la viscosité. Donc, chacune des billes a été mesurée en tant que temps nécessaire pour passer du repère 1 au repère 2. Et donc vous trouvez ici les 15 valeurs mesurées, exprimées en secondes. Nous allons, puisqu'on va les utiliser à plusieurs reprises, y donner un nom en faisant formule définir un nom et en précisant que le nom défini à cette plage de cellules est appelé temps. Il existe déjà, donc on ne va pas le renommer. C'est ce que vous voyez dans la zone de nom. Et donc, la première des choses à faire est de dessiner une fonction de répartition pour voir comment les valeurs sont réparties de la plus petite à la plus grande d'entre elles. Surtout, ne les triez pas. La fonction que l'on va mettre en œuvre va permettre de transformer immédiatement les temps en fréquences. Pour ça, on va chercher une fonction qui s'appelle rang.pourcentage. On définira un peu quelle est la limite de cette fonction. La matrice qui nous sert de référence, c'est le vecteur des temps. La valeur de x, dont on veut connaître la probabilité ou la fréquence ici, mais au regard, c'est 15,28 secondes. La précision permet d'afficher un peu plus de décimales. Alors ceci veut dire que sur les 15 temps mesurés, il y en a 7% qui sont plus petits que 15,28. On utilise la croix de recopie pour recopier vers le bas la
fonction que l'on vient de mettre en œuvre. On voit apparaître immédiatement une valeur 100%. Toutes les valeurs sont inférieures ou égales à 15,57 secondes. On voit apparaître une valeur 0%. Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur plus petite que 15,22 secondes. Dès lors qu'on voit apparaître comme fréquence maximale 100%, ça veut dire qu'il n'y a pas de doublon aux extrémités et que l'on peut représenter immédiatement la fonction de répartition. Donc voilà comment les temps sont répartis de la plus petite valeur, 15,22, à la plus grande valeur. On voit immédiatement, sans la dessiner, le profil d'une boîte à moustaches, et les extrêmes de la distribution ne sont pas trop éloignés des secondes de plus grande ou plus petite valeur et du centre de la distribution. Donc les temps semblent cohérents. Toutefois, on va mettre en œuvre un test de Grups, dont on rappelle ici les statistiques, pour pouvoir vérifier. Pour calculer le test de Grups, on a besoin de trouver la moyenne et l'écart type. On va utiliser de façon très classique la fonction moyenne. L'argument de la fonction, c'est le vecteur qui contient les temps. Donc on a un temps moyen de 15 secondes 45. L'écart type, on va aller le calculer directement à partir de la fonction écart type, à partir du vecteur des temps. On a besoin de la plus grande et de la plus petite valeur. On pourrait les recopier, mais c'est l'occasion de rappeler que, par exemple, la fonction max permet d'extraire d'un jeu de données le plus grand temps, et la fonction min, de la même façon, permet d'extraire le plus petit temps d'une série de valeurs. L'argument de la fonction étant le nom temps. Voilà, donc j'ai tous les éléments nécessaires au calcul de G maxi et de G mini. Le calcul de G maxi, c'est la différence entre la plus grande valeur et la moyenne, donc c'est la distance entre la plus grande valeur et la moyenne. Et cette distance est dans l'unité de mesure, en secondes, donc pour pouvoir savoir si cette distance est grande ou non, on relativise, c'est ce qui est proposé par le test de Grups, par l'écart type. Ce qui veut dire que la plus grande valeur s'éloigne de 1,12 écart type de la moyenne. La plus petite valeur s'éloigne de combien de la moyenne? On va chercher la valeur de la moyenne, on soustrait le mini, de façon à avoir quelque chose de positif. De la même façon, on relativise par rapport à l'écart type, et la plus petite valeur s'éloigne de 2,22 écart type de la moyenne. On compare ces valeurs observées aux statistiques données dans la table de Grups, qui n'a pas été reproduite ici, mais qui a été présentée dans le cahier de travaux pratiques, et on confirme qu'il n'y a pas de valeur aberrante aux extrémités de la distribution. Dès lors qu'il n'y a pas de valeur aberrante aux extrémités de la distribution, on va pouvoir transformer chacun des temps en vitesse mesurée, et c'est ce que l'on va faire dans la partie droite de la feuille Excel. Alors, regardons la vitesse mesurée. La vitesse mesurée, c'est le rapport de la longueur par le temps mesuré, et vous voyez apparaître dans la formule que je ne vais pas retaper ici, 0,8. 0,8, c'est les 80 cm qui dépassent le premier repère du second repère. Et il suffit de recopier cette formule vers le bas pour transformer chacun des temps, que je fais réapparaître ici, en vitesse. On a des vitesses de l'ordre de 0,05 mètres par seconde, 5 cm par seconde. Ces vitesses doivent être transformées à partir de la correction de Brenner en vitesse qu'aurait eu la bille si elle avait chuté en milieu infini. Cette correction tient compte du diamètre du tube et du rayon du tube. Le diamètre du tube et le rayon du tube ont été saisis dans la feuille de calcul Excel en mètres, au même titre que le diamètre des billes, dans les cellules que je viens de matérialiser avec la souris. La formule de la correction de Brenner a été saisie préalablement. On multiplie la vitesse par 1 plus, voilà le facteur de correction, 2,105 fois le rapport entre
le diamètre des billes et le rapport du tube, plus 1,95 fois le rapport entre le diamètre des billes et la hauteur du tube. Alors effectivement, ça va être l'occasion de vérifier en repérant les antécédents, eh bien qu'on a bien été chercher les différentes cellules nécessaires à la mise en œuvre de la formule, et il suffit de recopier cette formule vers le bas pour convertir. Vous voyez, si la bille avait pu chuter dans un milieu infini, sa vitesse aurait été plus grande. Pourquoi? Parce que la hauteur contenue dans le tube, au même titre que les parois indéformables du tube, limite quelque part la déformabilité de l'huile, et donc freine, entre guillemets, la chute de la bille dans l'huile. Dès lors que l'on connaît la vitesse en milieu infini, il va falloir comparer cette vitesse aux différentes catégories que l'on observe sur les régimes d'écoulement. Pour ça, les limites entre les différentes catégories, la catégorie de Stokes, d'Ozin et de Klyashko, ces limites sont définies à partir de formules simples qui font intervenir le diamètre de la bille, la masse volumique de la bille et la masse volumique de l'huile. Ces informations sont contenues dans les zones que je sélectionne ici. La masse volumique de bille, on l'a calculée préalablement. La masse volumique de l'huile, on la lie avec un aréomètre ou un densimètre à corps flottant. L'huile, vous savez que ça a une densité un tout petit peu plus faible que l'eau, et donc la masse volumique ici, en kg par mètre cube, est de 920 kg par mètre cube. C'est une valeur que vous mesurerez en travaux pratiques. Donc la première des choses à faire, c'est de calculer l'expression de la limite 1, en utilisant la formule que vous voyez à l'écran, et puis l'expression de la limite 2, et on s'aperçoit que la vitesse qu'aurait eu la bille en milieu infini est comprise entre ces deux limites, donc on aura une loi d'Ozin. Il suffit de recopier ces formules vers le bas pour s'assurer naturellement qu'on puisse utiliser maintenant pour estimer la viscosité une formule que l'on vous demande de démontrer préalablement à la séance de travaux pratiques. Dans la séance d'introduction, on a démontré la formule de Stokes. La formule de Stokes, elle fait apparaître le premier terme de cette différence. Eh bien, lorsque vous êtes dans le cadre de la loi d'Ozin, il y a un terme correctif qui est moins 3/16 du produit de la vitesse par le diamètre de la bille. Donc cette formule a été préalablement saisie et ne présente aucune difficulté de saisie dans la cellule W5, vous la voyez apparaître dans la barre de formule. Il suffit donc maintenant de recopier la formule vers le bas, et nous avons ainsi transformé les temps d'une part en vitesse et ensuite en coefficient de viscosité cinématique. Les temps étant cohérents, les viscosités sont cohérentes. On va donc donner un nom à ce jeu de données, définir un nom, on va l'appeler visco. Voilà. On va ensuite calculer l'intervalle de confiance de la moyenne au travers de l'estimation de la moyenne. On va aller chercher, nous l'avons déjà utilisé, la fonction moyenne. L'argument de la fonction, c'est visco. L'écart type, on va utiliser encore la fonction écart type qui n'est pas très loin dans la liste des fonctions dernièrement utilisées. L'écart type, c'est le doute qui affecte uniformément et communément chacune des valeurs que vous voyez apparaître dans la colonne W. Et donc, la moyenne étant une combinaison de ces valeurs, l'écart type expérimental va se propager pour donner lieu à l'écart type de la moyenne, dont la formule était rappelée à plusieurs reprises dans les transparents. C'est le rapport de l'écart type expérimental par la racine carrée de l'effectif d'échantillon. Attention ici, vous avez utilisé 15 billes, donc divisé par racine de 15. Donc voilà le doute exprimé à partir d'un écart type qui affecte la moyenne. De la même façon que précédemment, on a choisi un risque de 5%. On est allé chercher dans la loi de Student avec, regardez, 14 degrés de liberté. Pourquoi 14 degrés de liberté? Parce que nous avons 15 billes, donc 15 billes moins 1. Nous sommes allés chercher le facteur d'élargissement qui vaut 2,145, si j'arrondis. Et donc il ne nous reste plus qu'à exprimer l'intervalle de confiance de la moyenne sous la forme d'une estimation ponctuelle, moins
t fois l'écart type de la moyenne. Voilà la valeur inférieure de l'intervalle de confiance. Et pour la valeur supérieure, la moyenne plus la valeur de petit t, facteur de Sutton, fois l'écart type de la moyenne. Il y a donc 95% de chances que la valeur de la viscosité cinématique de l'huile pour une température donnée. Je vous rappelle que le résultat de mesure doit intégrer toutes les informations disponibles, et pour 15 billes, eh bien, cet intervalle de confiance est compris entre 5,16 10-5 et 5,23 10-5. N'oublions pas l'unité de mesure, mètres carrés par seconde. Et donc nous avons terminé l'estimation de la viscosité cinématique de l'huile, et l'intérêt de cette séance de travaux pratiques va être, en fonction des groupes, d'observer des variations de température et de voir expérimentalement quelle est la loi d'évolution du coefficient de viscosité cinématique en fonction de la température. Et si tout se passe bien, on devrait observer les mêmes viscosités pour des billes de 2 mm et de 4 mm. Mais ce que l'on vous invite à faire, c'est de préparer une feuille de calcul lorsque le diamètre des billes ne sera plus égal à 2 mm, comme dans cette feuille, mais à 4 mm. Voilà, je vous remercie de votre attention, et fort de ces différents petits films de présentation générale du TP, deux petits films applicatifs sur comment mettre en œuvre Excel pour tirer profit des résultats expérimentaux, vous devriez aborder sereinement votre première séance de travaux pratiques. Merci encore pour votre attention.